Jeudi, 3 heures du matin. Je me retrouve avec mon ami Insomnie, à réfléchir à toutes les méthodes que nous pourrions essayer pour que ma petite, enfin, qui n'est plus si petite que cela, puisse passer une nuit entière sans se réveiller. Insomnie ne veut pas être seule cette nuit. Elle en a marre qu'on pense que c'est elle la responsable à chaque fois. Alors a fait appel à sa complice, culpabilité. Et soudain, je me demande ce que j'ai pu rater avec mon grand de 13 ans. Ce jeune qui semble passer son temps à se vautrer sur le canapé, en désaccord avec tout et tout le monde, surtout avec les adultes. Chaque jour, il s'enferme dans sa bulle avec ses écouteurs vissés sur les oreilles et son téléphone constamment à la main, et un seul mot à la bouche, flemme. Je fais semblant. Semblant de ne rien voir. J'ai adopté la technique de l'autruche, ignorant tout ça. Au moins, il me laisse tranquille. Je suis débordée avec mes propres préoccupations. Mais au fond, je sais que prendre soin de lui devrait être ma priorité. Ensuite, confiance et estime de soi entrent en scène. On finit par aborder un sujet délicat, le divorce. Cela fait déjà 1 an que nous sommes séparés, mais les tensions perdurent. Mon ex, qui a eu le culot de partir avec la voisine, oui, je te l'accorde, un peu plus jeune que moi, n'hésite pas à me dire que tout ce qui ne va pas et où on en est aujourd'hui est de ma faute. Parfois, je me demande s'il n'a pas un peu raison. Je me sens tellement incapable d'être la mère ou la partenaire que j'aurais voulu être. Ces mots résonnent en moi, me faisant douter de ma valeur. Tu es devenu un déchet après 15 ans de mariage. Je réalise alors que dans cette frénésie de vie entre les enfants, les rendez-vous, le travail et les tâches ménagères, je ne prends plus le temps pour moi. C'est un cercle vicieux qui me laisse épuisée et désorientée. C'est maintenant au tour de harcèlement, tenant à son bras équilibre vie pro-perso, de faire leur entrée. Je me demande vraiment si mon lit n'est pas en train de devenir trop petit pour toutes ces émotions qui s'accumulent. Nous parlons de travail, enfin, surtout de Micheline, ma manager, qui n'hésite pas à me dire en face que si je n'arrive pas à préparer un rapport de 2 pages, je devrais sérieusement envisager de quitter le navire. Je me souviens de ce jour où je devais à tout prix trouver un dentiste pour mon grand, tout en essayant de rédiger ce fameux rapport. Mais Micheline, a-t-elle des enfants? A-t-elle déjà eu mal aux dents? Réalise-t-elle combien il est difficile de décrocher un rendez-vous médical? Elle enchaîne, en me faisant comprendre qu'avec mes lacunes, je ne manquerai à personne dans l'entreprise, que mon caractère et ma façon de m'exprimer ne plaisent à personne. Ces mots me laissent sans voix, et je sens la chaleur me monter aux joues. Peut-être qu'elle a raison? Rien ne semble aller en ce moment, et je me sens comme une éternelle défaite. Je repense à ce jour où elle a éclaté de rire en voyant que j'étais venue au travail avec une chaussure noire et une autre marron. Elle a appelé tous mes collègues pour partager sa moquerie, et elle a même pris des photos. Oui, je suis un vrai désastre. Comment ai-je pu faire une telle erreur? Je me sens vraiment nulle. Mais je me rappelle aussi de cette nuit où j'ai veillé sur ma petite, sa température atteignant les 41. Pendant que je jonglais entre mes appels à l'hôpital et les pleurs de la petite, ex-chérie avait choisi de dormir sur le canapé, se préparant physiquement et mentalement pour sa réunion importante du lendemain. Insomnie vient de faire entrer une nouvelle complice, dépendance affective. C'est alors que je commence à parler de Justin, le boucher du coin. Nos regards se sont croisés il y a quelques semaines et j'ai cru que nos cœurs battent à l'unisson. Mais, rapidement, j'ai réalisé que vivre une belle histoire n'était pas si simple. Pourquoi? Parce que je suis, comme le dit si bien ex-chérie et Micheline, un déchet, une pauvre fille. Au début, Justin me traitait comme une princesse. Je pensais être tout pour lui, et lui, il est devenu mon sauveur. Puis un jour, il a commencé à me dire de ne plus voir mon amie Sophia, prétendant qu'elle n'était pas honnête. Alors, j'ai coupé les ponts avec Sophia, puis avec mes parents, puis ma sœur, mon frère, et même le plombier, d'où l'évier bouché. Quand il ne restait plus personne, c'était à mon tour de me sentir indigne. Je n'étais pas assez bien, trop grosse, trop moche, mal habillée, je cuisinais mal, je ne savais rien faire,
et il était ma plus grande chance de ma vie, car lui seul avait pris la peine d'être avec une cruche comme moi. Au fond, je finis par me convaincre que Justin avait raison, que je ne suis qu'une pauvre fille. Ah, voilà que Stress fait son entrée. Je commence à me sentir vraiment à l'étroit ici. Je me remémore ce matin-là, un moment douloureux pour moi. Ce moment où j'avais soigneusement préparé une présentation pour le Big Boss. J'étais tellement fière de ce que j'avais créé. J'y avais mis tout mon cœur et ma détermination. Mais lorsque le moment est enfin arrivé de la présenter, c'était le vide total. Plus un mot ne pouvait franchir mes lèvres. Mon esprit était en pleine confusion, mon ventre était noué, et j'avais l'impression que mon estomac se retournait. À ce moment-là, je me suis demandé si je ne faisais pas exprès de me saboter. Mais non, je suis juste une pauvre fille, un véritable désastre. Stress me confie qu'il doit appeler sa copine Communication pour qu'elle complète cette histoire. Je lui dis d'accord, mais que ce sera la dernière, car il n'y a vraiment plus de place dans mon lit. Communication fait alors une entrée remarquée, et nous revoilà à parler de l'après de cette fameuse présentation. Je me souviens de ce moment où j'ai été convoquée dans le bureau du Big Boss, ces questions fusant autour de moi. Il voulait comprendre ce qui m'était arrivé. Selon lui, j'aurais dû lui dire avant la présentation que je n'étais pas prête, et il était visiblement déçu par mon travail. À ce moment-là, je ne savais pas quoi dire. Je bégayais, essayant d'expliquer ce malentendu, mais mes mots ne sortaient qu'en un mélange incohérent. Encore une fois, je sentis la chaleur me monter aux joues. Douleur arrive sans prévenir, et là, le visage de Patrick me revient en mémoire, ce combat acharné contre le cancer qui l'a emporté. Avec lui, je pouvais tout partager, mais aujourd'hui, même lui a choisi de me quitter. Lorsque je pense à ces 7 étapes du deuil qui sont censées nous aider à avancer, je réalise que moi, je ne fais pas partie de cette norme. Je me sens comme une pauvre fille, perdue, et incapable de gérer ma peine comme les autres. Cela fait maintenant 3 ans que tu n'es plus là, et j'ai l'impression de n'avoir fait aucun pas en avant. Chaque jour, c'est comme si je restais figée dans cette tristesse, cherchant désespérément un moyen de m'en sortir. Il est maintenant 6 heures. Douleur, communication, stress, dépendance affective, harcèlement, équilibre vie pro-perso, confiance, estime de soi, culpabilité et insomnie retournent se cacher, attendant leur prochaine apparition. Tu te rappelles et tu réalises que tu n'es pas seul dans cette bataille, et que c'est en cherchant du soutien à travers un coach de vie que tu peux commencer à te reconstruire. Alors, même si le chemin est semé d'embûches, et s'il y a des jours où tu te sens écrasé, où tu doutes de toi-même, tu sais que chaque bataille intérieure te rapproche un peu plus de la personne que tu es destinée à être, et tu choisis de croire qu'il y a de l'espoir. Que chaque nouveau lever de soleil te donne l'occasion de te reconstruire, de t'accepter tel que tu es, avec tes imperfections et tes luttes. Oui, une nouvelle journée commence, et avec elle, la promesse d'une transformation, et une nouvelle chance de grandir et d'évoluer, un pas après l'autre, vers une vie où tu pourras enfin être en paix avec toi-même. Alors même si les choses semblent sombres en ce moment, tu choisis de croire qu'un jour, tu pourras regarder en arrière et voir non seulement les défis, mais aussi la force que tu as développée en les affrontant.